allons rejoindre la Rabouilleuse dans quelques instants. S'ils sont avec nous, on veut retrouver Valérie, Clément, peut-être Paul Hurel est encore avec nous de l'OFB, le spécialiste des castors. Mais reprenons un petit bol d'air pour commencer cette journée. On vient de s'autoriser une petite pause, Henri, sur les berges de la Loire. On s'est aussi autorisé un petit déjeuner. On a encore les tasses du café là sur la Rabouilleuse. Vous avez raison. La Rabouilleuse qui s'est posée sur le rivage. Ici, il se passe des choses. On est dans une forêt alluviale et avec Paul, référent national de l'OFB, regardez ce qu'on voit là ici. Oui, effectivement, là on voit bien donc un arbre qui a été écorcé par le castor. On voit bien les traces de dents vraiment typées sur cet arbre. Alors là, ça date déjà d'il y a quelques années, peut-être 1 ou 2 ans. Mais on a toujours ces traces bien visibles sur des arbres comme ceux-ci, sur cet espace public finalement, où il n'y a pas d'attendu économique sur ces arbres-là. Mais finalement, le castor s'exprime en fait sur ce territoire, sur ces berges. Et on voit ces traces de sa présence qui donnent aussi un charme particulier aux berges de Loire. Alors Clément, capitaine de la Rabouilleuse, ici effectivement on a fait une pause et cet arbre, alors il appartient à personne ? Oui, effectivement, des fois je dis les castors sont inféodés au domaine public. C'est un peu une blague, mais pas complètement. C'est-à-dire que quand ils coupent un arbre ici, ça appartient à tout le monde et à personne. Du coup, voilà, on laisse faire. On voit bien qu'il manque pas d'arbres. Et voilà, donc effectivement, il a trouvé sa place sur le fleuve. Et je pense que si l'introduction a marché, c'est aussi parce que ça a commencé sur le fleuve Loire. Et ensuite, il a réussi à remonter les petits cours d'eau, mais où effectivement, là, ça peut poser des problèmes plus clairs quand ça commence à arriver dans des vergers ou dans des... C'est ça, parce que là, on a intérêt à ce que les arbres restent dans un état. Alors, est-ce que les castors, on peut en croiser ici, Paul, a priori, ou pas trop ? Là, a priori, oui, clairement. Ils sont là, mais pas tout le temps. Non, alors là oui. Pendant la période hivernale, quand même, on a une coulée juste derrière, mais effectivement, le castor va pouvoir revenir quand même sur des arbres. Alors, il va pas forcément finir le travail. Il y a une logique qui parfois nous dépasse, mais comme beaucoup il laisse l'arbre en bonne santé, ça touche pas trop. Alors après, ça dépend. Il y a vraiment selon les essences, ça dépend la circonférence de l'arbre qui a été écorcée, la façon dont ça a été entaillé. Mais là, par exemple, cet arbre-là, le système racinaire continue encore de faire vivre cet arbre, donc il n'y a pas de difficulté. Mais après, même s'il tombe, on a de la régénération ensuite, et on n'a jamais de coupe rase en fait par le castor. Alors si on parle de santé, en fait, c'est aussi un lieu. Alors là, on est quand même à une saison où il y a un peu moins de passages, mais c'est un lieu aussi où les tourangeaux, où les gens de passage aiment se rendre. On va se déplacer un petit peu dans la forêt alluviale, si vous en êtes d'accord, Henri. On va aller par ici. On va voir qu'il y a des arbres morts. Enfin, voilà, des arbres qui sont en décomposition. Donc forcément, vu que c'est un domaine public, il n'y a pas forcément quelqu'un pour venir entretenir. Et est-ce que ça, c'est bon pour la biodiversité ? On en a un peu parlé, je crois, également dans le cadre de ce rendez-vous de week-end. Mais est-ce que, par exemple, cet arbre-là, Clément, qui n'est pas entretenu, ça pose un souci ? C'est plutôt bénéfique ou plutôt délétère ? Oui, alors... ce qui est certain, c'est qu'en fait, donc cet espace-là, tu me disais que les forêts, les gens se promènent aux alentours, et ils se promènent aux alentours, mais ils ont finalement peu d'accès sur cette île-là, qui est vraiment entourée d'eau. Et depuis une centaine d'années, en fait, il n'y a aucune gestion de cet espace-là. Donc on laisse tous les arbres morts, et effectivement, on se rend compte qu'un arbre mort debout, un arbre mort couché, un arbre mort qui tombe dans l'eau, un arbre mort qui est au milieu de l'eau, isolé, à chaque fois, ça va être un écosystème, et ça va, héberger tout un tas. Là, on a des mouches qui remontent, on va avoir tout un tas d'insectes qui vont aller nicher. Donc effectivement, c'est très dynamisant pour le milieu. Ouais. Alors ce qui est dynamisant à première vue, parce qu'on nous parle de ça depuis un petit moment maintenant, c'est aussi les promenades en forêt. On nous dit que c'est bon pour la santé. Ici, alors là, comme je le disais, Clément, c'est une île, donc il n'y a peut-être pas tant que ça de passage, mais tout autour de la Loire, sur les rivages, il y a des plages, on peut se baigner. Et j'ai cru comprendre que c'était pas mauvais pour la santé, ça, à la fois la baignade. Est-ce que l'eau est de bonne qualité déjà pour commencer ? Bon, alors, quand on parle baignade, c'est vrai que c'est un sujet sur la Loire, parce que pendant des années, on expliquait que c'était très dangereux. Il y a des remous. Voilà, et ce qui n'est pas faux, l'eau ça noie et l'eau est courante dans le fleuve, donc il y a des endroits qui peuvent être accueillants, il y a des endroits qui peuvent être dangereux. Ce qui est certain, c'est que j'ai eu l'occasion de demander à un grand-père là, qui navigue dans le coin, qui doit avoir 85 ans, et là je dis, mais alors Marc, toi tu te baignais quand tu étais jeune ? Et alors il me regarde, il dit, nous, si on se baignait, attends, et puis ça nous lavait. Ouais. Alors, effectivement, pas l'eau courante comme aujourd'hui. Alors il y avait, l'eau était au puits, c'est à Saint-Pierre-des-Corps, il habitait juste en face. L'eau était au puits, donc effectivement on venait se laver dans la Loire. Aujourd'hui,
Bon, c'est bien de prendre une douche quand même, après d'avoir été se baigner. Donc évidemment, c'est plus tout à fait le même milieu. Malgré tout, il y a eu des tests de fait là toute l'année. Il y a des projets, on commence à repenser à investir le fleuve et à aller faire corps un peu. Il y a eu des tests de fait qui sont plutôt positifs. C'est-à-dire que cette année, on n'avait pas de problème de bactériaux en tout cas. Donc voilà, donc la Loire est baignable certaines années. Voilà, et puis évidemment, quand l'eau est vraiment trop basse, elle peut être concentrée, et notamment on a parfois des problèmes de cyanobactéries. Voilà, donc il faut faire attention, mais je pense que si on peut avoir l'occasion de s'installer un petit peu dans le lit du fleuve, c'est bon pour le moral au moins, ouais. Alors Henri, restez, nous on va se mettre en tenue, on va aller se baigner. On va pas se baigner aujourd'hui. Paul, est-ce qu'on voit les castors se baigner? Parce que moi j'ai appris quelque chose, c'est sur les bords de Loire. Je voyais souvent des raidillons, c'est-à-dire des petits passages comme ça au milieu de l'herbe où on voit qu'il y a moins d'herbe, où on voit qu'il y a un passage. Moi je pensais que c'est les animaux qui allaient boire. Et il semblerait que c'est plutôt aussi les castors. Hein, c'est ça? Le castor, oui, comme je vous le disais hier, est vraiment semi-aquatique, phase aquatique, phase terrestre. Donc on voit beaucoup de coulées, de passages. Alors il y a d'autres animaux aussi qui vont se boire. C'est sur la berge quand on voit qu'il y a moins d'herbe. C'est ça qui tout à fait. On voit vraiment des traces caractéristiques avec des largeurs de 20 cm à peu près. L'animal est quand même assez gros, le castor. Et puis effectivement, ce castor va aussi rester parfois sur la berge et prendre soin de lui. Il a vraiment une fourrure très épaisse, très dense. Et donc du coup, il va passer beaucoup de temps à se toiletter, alors que ce soit la journée dans le gîte ou alors le soir sur les berges. Et on va le voir avec ses pattes arrière. Il a des ongles, même un ongle qui est bifide avec deux parties dans l'ongle qui vont lui permettre vraiment de peigner son pelage. Et c'est vraiment important aussi. Il y a beaucoup d'animaux comme ça qui vont prendre soin d'eux. C'est quand même un isolant pour eux aussi. C'est vraiment important. Donc ils en prennent soin. Ah, donc Henri, on a parlé du café ce matin avec le petit déjeuner. On vient de parler de la toilette. Le dimanche aussi, un jour, on se balade pas mal. On va se rapprocher de quelque chose qui est tout à fait exceptionnel. On va voir, et c'est même d'ailleurs un objet de tristesse, Clément, on va voir un orme. Alors c'est exceptionnel, ça c'est plutôt positif, et c'est objet de tristesse parce qu'il n'y a plus tellement d'ormes en fait. Les ormes ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé avec les ormes? On a eu une maladie qui les a frappés, c'est ça? Oui, l'orme a été victime de la graphiose, donc, qui est un champignon en fait, qui est transporté par le scolyte. Et Le scolyte qui est un petit coléoptère, je pense, un insecte en tout cas. Et donc, on trouve de l'orme aujourd'hui dans nos haies, mais toujours sous forme buissonnante. Et c'est vrai que moi, en arrivant sur cette île, le jour où j'ai découvert là, ces deux ormes, c'était la première fois que je voyais un orme de cette taille-là. Et j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais qu'il y en avait un dans la cour quand je suis né dans le sud de l'Auchois. Il y en avait un dans la cour. J'en ai toujours entendu parler, jamais j'en avais vu. Et donc ici, on a deux très gros ormes. Alors ce qui est amusant, c'est que je me suis posé la question, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il est dans une île, qu'il a été protégé? Alors j'ai amené un ami qui est entomologue, spécialiste des coléoptères, et pour avoir un avis. Alors bon, c'est une hypothèse, mais d'après lui, il me dit non, le fait d'être sur l'île, ça, c'est pas un problème. L'insecte aurait pu arriver, mais peut-être que là, cet orme, il est bien entouré. Bon endroit. Ouais, est bien entouré parce qu'effectivement, comme on a vu, on est un peu dans une forêt là, de jungle. Il y a une vraie diversité d'espèces autour de lui. Et voilà, c'est une hypothèse. Il dit là, il est dans un espace où il y a du vivant autour. Il y a peut-être d'autres champignons. Voilà, donc c'est vrai que voilà, ça m'a plu aussi cette idée qu'il est important aussi de savoir bien s'entourer et bien s'entourer de nature. Voilà, c'est important d'être entouré d'amis et de nature aussi. Parce qu'on a beaucoup parlé hier du concept de One Health, d'une santé, et le fait qu'on ne peut pas facilement dissocier la qualité de vie de la qualité de l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement qui nous entoure, s'il est de qualité, nous permet aussi d'être en bonne santé. Ça, c'est un point qui est essentiel. On va terminer très brièvement sur ce point. Clément, vous qui êtes souvent sur la Loire, qui emmenez les personnes pour faire l'éducation à l'environnement, quel lien vous voyez avec la santé Voilà, moi c'est très clair que quand les gamins arrivent sur une île comme ça, ou même sur le fleuve, on les voit respirer, on les voit. J'ai pas fait d'études spécifiques là-dessus. Je sais qu'il y en a eu là, notamment ils appellent ça la solastologie, c'est-à-dire la déprime qui est liée au paysage détruit. C'est-à-dire que alors c'est une étude qui a été faite en Australie notamment. Voilà, le paysage a un impact sur notre morale et donc sur notre santé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette forêt alluviale qui n'est pas historique, alors bien sûr qu'il y a eu une forêt alluviale depuis 1,8 million d'années sur la Loire. Mais ici, il y a 100 ans, c'était rase. Hein, mais exactement, on a des gravures. Avant, il y avait beaucoup de pâturage. Ils faisaient couper les arbres pour notamment la circulation des bateaux. Donc il n'y avait pas cette forêt-là. Certains presque
la souhaiterait, mais globalement, toute la population tourangelle, en fait, prend beaucoup de plaisir à voir cette forêt, à venir se rapprocher, se noyer, non pas dans la Loire, mais dans cette forêt. Et aujourd'hui, elle a un réel rôle pour l'ensemble de la population et des riverains. Voilà Henri, j'espère qu'on n'a pas été trop long, mais il y a tellement de choses à voir ici sur ces petites îles de la Loire, c'est vraiment quelque chose de passionnant. On va vous laisser, on va aller reprendre une autre tasse de café, Clément, pour se réchauffer un petit peu, puis on se retrouve plus tard dans la journée. Bonne journée. Bonne journée à vous, merci Valérie, et merci à toute l'équipe d'éducateurs à la nature de l'OFB qui est sur ce vieux gréement de la Rabouilleuse que nous retrouverons à 16h. Très belle façon de ponctuer cette université populaire de la biodiversité.